Donc, nous allons tout d'abord commencer avec une explication de la moelle épinière. Nous avons ici une moelle épinière en vue dorsale, associée aux vertèbres adjacentes. La moelle épinière, c'est donc un cordon blanchâtre de 40 à 50 cm de long et de 10 mm de diamètre. Elle présente deux renflements. Au niveau cervical, un renflement lié au départ du plexus cervical et du plexus brachial de 14 mm de diamètre transversal. Et un deuxième renflement au niveau lombaire, lié au départ du plexus lombaire et du plexus lombosacral de 12 mm de diamètre transversal. Elle présente donc au niveau thoracique un rétrécissement de 8 mm de diamètre transversal. Elle va présenter ensuite des myélomères. Elle présente donc 31 myélomères représentant chacun un territoire fonctionnel. Une paire de racines nerveuses part de chaque myélomère entre deux vertèbres. On a 7 vertèbres cervicales pour 8 myélomères cervicaux et 8 paires de nerfs cervicaux, car le premier nerf passe entre C1 et l'os occipital. 12 vertèbres thoraciques pour 12 myélomères thoraciques et 12 paires de nerfs thoraciques. 5 vertèbres lombaires pour 5 myélomères lombaires et 5 paires de nerfs lombaires. 5 vertèbres sacrées pour 5 myélomères sacrés et 5 paires de nerfs sacrés. Et enfin un myélomère oxygien avec une paire de nerfs oxygènes. Cependant, la moelle ne descend pas jusqu'au coccyx. Elle s'arrête au niveau de L2 par une portion terminale appelée cône médulaire, qui correspond au myélomère de S3 à cox. L'arachnoïde, qui entoure la moelle épinière, comme nous allons le voir ci-dessous, s'arrête quant à elle en S2. La moelle est poursuivie par le filum terminal, une structure non nerveuse correspondant à une extension de la pilmère entourée de l'uromère, qui ira s'attacher sur la face caudale de la deuxième vertèbre oxygène. Ce qui veut dire que les paires de nerfs des myélomères L3 à cox auront un trajet descendant et formeront la queue de cheval. Comme je l'ai dit, donc le cône médulaire, l'arachnoïde qui descend jusqu'en S2, et donc le filum terminal, cette structure non nerveuse qui descend de L2 à la face dorsale de la deuxième vertèbre oxygène. Nous allons maintenant étudier une coupe transversale de la moelle épinière. Nous allons tout d'abord placer les vertèbres. Nous avons ici le corps vertébral et schématiquement la sortie de l'incisure, on va avoir la sortie des paires de nerfs. Au centre, nous allons donc trouver la moelle épinière qui aura une forme comme ceci. On va donc y retrouver au milieu un canal central avec une forme en papillon comme ceci qui représente la substance grise. Elle possède une corne ventrale plus aplatie et une corne dorsale plus allongée. En regard des différentes cornes, on va retrouver des sillons. Nous aurons le sillon latéral ventral et le sillon latéral dorsal. Ces sillons vont découper la moelle épinière en cordons. Nous allons donc avoir le cordon latéral et le cordon ventral ainsi que le cordon dorsal. Toutes ces structures sont bien évidemment paires. Les deux parties de cette moelle épinière sont découpées par ces fissures médiales. Nous avons en avant la fissure médiale et en arrière le sillon médian qui est continué par le septum médian. Attention, ce sont des termes différents pour désigner ces différentes structures médiales. Nous avons ensuite les différentes racines des nerfs que l'on va retrouver dans la continuation
des sillons latéraux. La racine dorsale avec son ganglion et la racine ventrale. Et bien évidemment, les nerfs respectifs associés, les paires de nerfs. Paires parce qu'il y en a aussi de l'autre côté. Nous allons ensuite voir les structures de la pie-mère, de l'arachnoïde et de la dure-mère. La pie-mère, que nous allons représenter en rouge, entoure donc les structures que nous avons représentées et y est collée. Associée à cette pie-mère, nous avons une extension qui se nomme le ligament dentelé, que l'on retrouvera ici. Nous avons ensuite l'arachnoïde, que l'on retrouve à l'extérieur de la pie-mère et qui remplit tout cet espace. Et enfin la dure-mère, recouvrant l'ensemble. Nous allons également retrouver un espace épidural entre la dure-mère et la vertèbre. On va retrouver ensuite une dichotomie au niveau de la substance blanche. On le retrouve en avant et en arrière des zones sensitives, c'est-à-dire des axones de nerfs qui sont impliqués dans des stimulations sensitives. Et dans les parties latérales, des axones de neurones impliqués dans la stimulation motrice. Pour avoir plus de détails sur la manière dont les influx sensitifs et moteurs sont acheminés depuis le cortex cérébral jusqu'au niveau des organes effecteurs, vous pouvez aller voir les vidéos déjà disponibles sur la chaîne YouTube du TAT concernant les grandes voies. Nous allons désormais explorer les différents plexus de nerfs qui découlent de cette moelle épinière. Le premier, de crânial à caudal, est le plexus cervical, que l'on ne décrira pas ici car il rentre dans l'enseignement BUE 8 SP TTQ. Le deuxième est donc le plexus brachial, qui concerne les racines nerveuses de C5 à T1. Elles vont former tout d'abord des troncs. Nous avons le tronc supérieur, moyen et inférieur, puis les divisions qui vont se regrouper en faisceaux, latéral, postérieur et médial. Il est à noter que ces différents faisceaux sont définis en fonction de l'artère axillaire. Des différents faisceaux vont découler les nerfs. Nous avons un premier nerf découlant du faisceau postérieur, qui est le nerf axillaire, innervant le muscle deltoïde. Nous avons ensuite les nerfs de la flexion, le musculo-cutané et le nerf médian, découlant respectivement du faisceau latéral et médial. Puis les nerfs de l'extension, le nerf radial et le nerf lunaire, découlant du faisceau postérieur et du faisceau médial. Et enfin, deux nerfs de la sensibilité, le cutané médial du bras et le cutané médial de l'avant-bras. Il est à noter que les différents plexus ne sont pas abordés chaque année par le professeur Shane, mais étant donné que cette vidéo sera disponible continuellement sur la page YouTube du TAT, vous pourrez, les années où il le fait, regarder cette partie. Ensuite, le plexus lombal. Le plexus lombal est quelque peu complexe et possède de très nombreux nerfs.
il faut globalement retenir de quelle racine nerveuse découle chaque nerf. C'est pourquoi je vous propose ici un petit code couleur. Le premier, le nerf ilio-hypogastrique, ainsi que le deuxième, le nerf ilio-inguinal, découlent tous les deux d'une seule racine nerveuse, celle du premier nerf lombal. Le nerf génitofémoral découle du premier et du deuxième nerf lombal. Le nerf cutané latéral de la jambe du deuxième et du troisième. Nous avons ensuite le nerf fémoral qui découle du plus de racines, de la quatrième, de la troisième et de la deuxième, tout comme le nerf obturateur. Les nerfs innervant le muscle psoas et iliaque découlent quant à eux du troisième et du deuxième nerf lombal, et le nerf obturateur accessoire du quatrième et du cinquième. L'ensemble des seuls nerfs qui sont concernés par la racine du cinquième nerf lombal est le tronc lombosacral, découlant de la quatrième et de la cinquième racine nerveuse lombale. Vous avez ici donc le nombre de nerfs qui sont concernés par les différentes racines. Enfin, deux plus petits plexus sont les plexus lombosacral et sacro-coccygeal. Il faut globalement retenir que le nerf sciatique, le principal nerf du plexus lombosacral, provient de toutes les racines nerveuses du plexus lombosacral, mais principalement des racines L5 et S5, qui seront respectivement responsables de l'innervation de la partie latérale de la jambe et de la partie postérieure de la jambe, comme nous le verrons plus tard dans les dermatomes. Ainsi, si un patient a mal dans une région ou l'autre, vous pourrez savoir quelle racine nerveuse en est la cause. Et enfin, le plexus sacro-coccygeal, qui est un petit plexus dont on ne parle pas beaucoup. Juste un petit aperçu des différents dermatomes, où vous pouvez voir que chaque myélomère est associé à un territoire sensitif fonctionnel sur la peau. Et comme vous pouvez le voir, nous avons les différents plexus qui sont ici représentés avec différentes couleurs. Le tronc cérébral est constitué de trois éléments, la moelle allongée, le pont et le mésencéphale. En embryologie, ils ont trois origines différentes. Le myélencéphale va donner la moelle allongée, le métencéphale va donner le pont, le mésencéphale va donner le mésencéphale. Le quatrième ventricule s'ouvre comme un livre en arrière. Il passe donc d'un plan sagittal, comme au niveau de la moelle épinière, à un plan dorsal. On va vous l'illustrer avec une petite vidéo tout à l'heure. La moelle allongée, elle a la même organisation que la moelle épinière que vous avez vu tout à l'heure. Cependant, il existe quelques spécificités. Elle a une fissure médiane qui se termine en haut par un trou borne, que l'on appelle le foramen cecum. Et au niveau de la jonction avec la moelle épinière, sa fissure est moins profonde. L'olive est une surélévation dans le cordon latéral, de forme ovale. Elle partage son bord antérieur avec le sillon latéral ventral. En revanche, elle ne partage aucun bord avec le sillon latéral dorsal. Le pont possède une dépression médiane, appelée la gouttière basilaire. Sa limite avec la moelle allongée est le sillon médulo-pontique, et sa limite avec le mésencéphale est le sillon ponto-mésencéphalique. Le mésencéphale, il possède deux pédoncules cérébraux qui sont composés de substances blanches. Sa limite avec le pont est très nette, donc c'est ce qu'on appelle le sillon ponto-mésencéphalique. En revanche, sa limite avec le diencéphale en cranial est très floue, et pour la délimiter, on se sert des éléments externes au tronc cérébral, tels que les formations optiques qui sont du diencéphale. En vue ventrale, entre les pédoncules cérébraux, on observe l'espace interpédonculaire. Il y a deux éléments du diencéphale qui sont les corps mammillaires et la tige pituitaire, qui vont se projeter en avant du tronc cérébral, et en dessous de ces dernières, on trouve la substance perforée postérieure.
qui est situé sur la partie antérieure du tronc cérébral, donc attention à ce petit piège. Le cervelet, lui, est situé en postérieur du tronc cérébral, et donc pour observer le postérieur du tronc cérébral, il va falloir retirer le cervelet. Pour cela, le cervelet est relié au tronc par 3 paires de pédoncules cérébelleux, qui sont de la substance blanche aussi, comme les pédoncules cérébraux. Il y a un supérieur, un moyen et un inférieur. Chaque paire de pédoncules cérébelleux va être reliée aux 3 éléments en suivant une logique. Donc, le pédoncule inférieur est relié à la moelle allongée, le moyen avec le pont et le supérieur avec le mésencéphale. On va maintenant observer le tronc cérébral en vue postérieure. On voit donc le postérieur des pédoncules cérébraux. Il y a 2 paires de colliculus, donc les colliculus supérieurs et inférieurs, qui sont des formations arrondies. Au-dessus des colliculus crâniaux, on trouve le corps pinéal, qui appartient au diencéphale. Entre les pédoncules cérébelleux, on voit le plancher du 4e ventricule, en forme de losange. Entre les pédoncules cérébelleux, on voit le plancher du 4e ventricule, en forme de losange. Il y a d'abord le sillon médian, qui est la suite du sillon de la moelle allongée. De part et d'autre, il y a le sulcus limitant, en noir, qui va permettre de séparer les éléments sensitifs et moteurs de la substance grise. Ce sulcus limitant possède plusieurs dilatations, les fovéas supérieurs et inférieurs. En dedans du sulcus limitant, il y a ce qu'on appelle l'éminence médiale, et en dehors du sulcus limitant, il y a ce qu'on appelle l'éminence acoustique ou aire vestibulaire. Au niveau de l'éminence médiale, on trouve le colliculus du facial, situé au-dessus du trigone du 12. Nous allons voir la configuration interne du tronc cérébral, qui assure l'innervation de la tête. L'organisation de la substance grise reste sédimentaire, en rhombomère, de la même façon que dans la moelle épinière. En revanche, lors de l'embryogenèse, nous allons passer d'un plan sagittal à un plan frontal dorsal. Et donc, les substances grises somatomotrices qui sont en antérieur dans la moelle épinière vont se retrouver en médial, et plus les substances seront postérieures, plus elles seront latérales. Et donc cela s'ouvre comme un livre en arrière, comme ceci. Donc on passe d'un plan sagittal à un plan frontal dorsal, avec la substance somatomotrice, la substance viscéromotrice, viscérosensitive et somatosensitive. Il y a aussi une exception au niveau du tronc cérébral. Suite à l'embryogenèse, nous avons hérité des poissons une partie somatomotrice branchiale qui se situe en intérieur de la partie somatomotrice somitique. À propos de la substance suprasegmentaire qui se trouve dans le tronc cérébral, nous allons vous laisser des diapositives afin de les observer. Et il y a aussi, il existe aussi plusieurs schémas à propos de tous les nerfs crâniaux que nous n'avons pas détaillés aujourd'hui. Nous allons désormais parler du cervelet. Embryologiquement, il provient de la partie postérieure du mésencéphale, même si on ne parle pas techniquement de partie postérieure pour le mésencéphale. Nous allons parler de la configuration externe. Il possède 2 hémisphères cérébelleux en continuité réunis sur la ligne médiane par un vernis, et il est divisé en 2 parties, supérieure et inférieure, par le sillon horizontal ou la fissure horizontale. Les hémisphères cérébelleux sont divisés en lamelles séparées par de plus petits sillons, des sillons caractéristiques du cervelet. Sa face ventrale est au contact de la face postérieure du tronc cérébral, c'est pourquoi le tronc cérébral n'a pas de face dorsale. On y observe les pédoncules cérébelleux supérieurs et inférieurs encadrant le 4e ventricule, en plus du cérébelleux moyen, mais qui étant plus en dehors, n'encadre pas vraiment le 4e ventricule. Au-dessus de ce 4e ventricule, on retrouve le nodulus,
qui appartient au vermis, et aux extrémités de la partie latérale du quatrième ventricule, on retrouve le flocculus qui appartient à l'hémisphère cérébelleux. Je vais maintenant parler de la configuration interne. La substance grise est organisée en 3 noyaux, avec de l'intérieur vers l'extérieur le noyau fastigial, le noyau interposé lui-même composé du globulus en dedans et de l'embolus en dehors, et pour finir le noyau denté. Son cortex est aussi organisé en 3 parties, 3 couches de neurones, la plus importante étant la couche intermédiaire constituée de cellules de Purkinje. Maintenant, je vais parler de la phylogénèse. Chez les vertébrés, on observe une succession d'apparitions du cervelet, permettant d'assurer différentes fonctions au niveau du cervelet. Le contrôle, la précision et le tonus musculaire par exemple. Je vais détailler ça dès maintenant. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, nous les avons triés pour que ce soit plus simple à visualiser. Donc du coup, on observe un couplage fonctionnel entre différentes structures, un noyau, le vermis et les hémisphères. Le premier cervelet qui apparaît est l'archéocervelet, qui vient avec les poissons. Il permet le contrôle de l'équilibre et il correspond au couplage du noyau fastigial, du nodulus et du flocculus. Le paléocervelet apparaît ensuite avec les batraciens, les reptiles et les oiseaux. Il permet le contrôle du tonus musculaire, il correspond au couplage du noyau interposé et de la partie intérieure du vermis et des hémisphères. Enfin, le néocervelet apparaît avec les mammifères, il permet le contrôle des mouvements fins, il correspond au couplage du noyau denté et de la partie postérieure du vermis et des hémisphères. Maintenant, je vais parler du cerveau. C'est la dernière partie du tube neural. Il vient du prosencéphale, il donne le télencéphale et le diencéphale. Le télencéphale, lui, est à l'origine des 2 hémisphères du cerveau. Maintenant, je vais vous parler des généralités. Le cerveau est une forme ovoïde, un peu comme un œuf de Pâques, avec une grosse extrémité postérieure. Ces 2 hémisphères sont séparés par la fissure longitudinale qui, elle-même, est comblée par de la substance blanche qui s'appelle le corps calleux. Vous pouvez voir les schémas pour représenter le corps calleux dans votre tête. J'ai mis en bas les caractéristiques du cerveau à savoir dans un cours de Shane, mais que je ne veux pas détailler. Maintenant, passons au dessin. Du coup, maintenant, je vais vous parler de la description primaire du cerveau. Il est composé de 5 sillons primaires qui divisent le cerveau en 6 lobes primaires. Tout d'abord, je vais vous parler des sillons. Tous les sillons naissent de la face médiale. Alors, tout d'abord, le sillon latéral, qui naît de la face médiale et se dirige en bas, contourne le bord inférieur pour remonter sur la face latérale vers le haut et vers l'arrière. Ce sillon est prolongé dans son axe vertical par 2 petits sillons que je détaillerai plus tard. Ensuite, il y a le sillon central, qui naît aussi de la face médiale, contourne le bord supérieur à mi-chemin entre les 2 pôles et descend avec un trajet sinueux vers l'avant et vers le bas. Ensuite, il y a le sillon singulaire qui est en forme de C inversé au niveau du lobe frontal, du coup, qui décrit un C dirigé vers l'arrière. Après, il y a le sillon pariéto-occipital qui est uniquement sur la face médiale comme le sillon singulaire, qui divise le pariétal et l'occipital. Il y a ensuite le sillon calcarin sur la face médiale au niveau du lobe occipital qui est dirigé vers l'avant. Maintenant, je vais vous décrire les lobes. Il y a tout d'abord le lobe frontal qui est en avant du sillon central et sur la face médiale du sillon calcarin. Il y a ensuite le lobe temporal qui se trouve sur la face latérale en dessous du sillon latéral. Il y a ensuite le sillon pariétal qui se trouve comme sur la face médiale et la face latérale derrière le sillon central.
Il y a ensuite le sillon occipital qui est en dessous du sillon pariéto-occipital, seulement sur la face médiale, parce que sur la face latérale, les limites sont confondues. Pareil entre le temporal et l'occipital. Il y a ensuite le lobe du cingulum qui se trouve à l'intérieur du sillon calcarin, donc du coup dans le C. Et il y a un dernier lobe, le lobe de l'insula, qui se trouve entre les opercules de lobe frontal, pariétal et temporal. C'est à peu près ici, dans le sillon latéral. Maintenant, je vais décrire la partie secondaire du cerveau. Elle se divise en sillons secondaires qui divisent eux-mêmes les lobes en gyrus. Du coup, je vais commencer par le lobe pariétal. Le lobe pariétal est composé de 2 sillons et 3 gyrus. Un sillon post-central, du coup derrière le sillon central. Hop. Un sillon intrapariétal qui est orienté en bas et en arrière, qui divise en 3 gyrus. Le gyrus pariétal post-central, ou le post-central, le gyrus inférieur, et le gyrus supérieur, au-dessus du sillon intrapariétal. Maintenant, je vais parler du lobe frontal qui est divisé en 3 sillons et 4 gyrus. Un sillon précentral, ou devant le sillon central. Un sillon frontal supérieur, un sillon frontal inférieur. Du coup, on retrouve 4 gyrus, le gyrus précentral entre le sillon central et le sillon précentral. On retrouve un gyrus frontal supérieur, du coup au-dessus du sillon frontal supérieur. Entre le sillon supérieur et inférieur, il y a le frontal moyen. Et en dessous du sillon inférieur, on retrouve le frontal inférieur. Tout à l'heure, je parlais de ces 2 divergences du sillon latéral, horizontale et verticale. C'est en fait des sous-divergences du frontal inférieur. Du coup, je vais vous expliquer maintenant une partie assez compliquée du cours. C'est quand le prof explique que sur une coupe transversale, les gyrus portent différents noms. Pour faire simple, je vais faire une obole. Du coup, au niveau des lobes oculaires, on n'a plus cette disposition spatiale de la hauteur. Donc du coup, tous les gyrus se retrouvent à la même hauteur et on va juste les différencier par rapport au plan médial. Du coup, on va retrouver le sillon supérieur et inférieur des 2 côtés. Du coup, comme je disais, on va du coup donner des différents noms à ces gyrus. Ici, ce sera plus le frontal supérieur, mais l'orbitaire latéral. Après, il y aura le moyen qui deviendra l'orbitaire intermédiaire. Et l'inférieur devient l'orbitaire médial. Temporal qui est divisé en 4 sillons et 5 gyrus. Il y a tout d'abord le sillon temporal supérieur, le sillon temporal inférieur, puis le sillon temporo-occipital qui est sur la face médiale. C'est un sillon qui part de l'occipital et arrive au temporal, d'où son nom. Le sillon collatéral en dernier. Ces sillons qui sont obliques en bas et vers l'avant définissent donc 5 gyrus. Le gyrus temporal supérieur, au-dessus du sillon supérieur. Entre le sillon supérieur et inférieur, donc on a le temporal intermédiaire ou moyen. Et en bas, on a le temporal inférieur. Le temporal inférieur, du coup, fera le bord inférieur du cerveau de la partie temporale et se retrouvera aussi sur la face médiale. On a ensuite le gyrus temporo-occipital latéral qui se trouve entre le collatéral et le temporo-occipital. On va l'appeler TO. Et après, au-dessus du collatéral, on retrouve le gyrus temporo-occipital médial. Il y a quelques particularités. Quand on parle du
temporo-occipital médial, mais au niveau du temporal. Cette partie s'appelle le gyrus hippocampal, para-hippocampal. Et ce gyrus comprend l'uncus. Le film. Maintenant, je vais vous parler du lobe occipital, qui est divisé en 5 sillons et 6 gyrus. Il y a tout d'abord le sillon occipital supérieur, puis le sillon occipital inférieur, le sillon temporo-occipital que j'ai déjà dessiné, puisqu'il se retrouve sur les deux, le sillon collatéral et le sillon calcarin qui est normalement un sillon primaire, mais qui fait aussi le boulot d'un sillon secondaire. Maintenant, je vais vous parler des gyrus. Du coup, comme tout à l'heure, au-dessus du sillon supérieur, on parle du gyrus occipital supérieur. Entre les deux, occipital moyen. En bas, occipital inférieur qui va contourner et se retrouver sur la face médiale. Après, on a le temporo-occipital latéral. Et après, on a le temporo-occipital médial. Et pareil, dans cette partie, le temporo-occipital médial porte un nom particulier qui est le gyrus lingual. Et du coup, au-dessus du sillon calcarin, c'est le gyrus cuneus. Du coup, je vais finir maintenant la description secondaire très rapidement. Le lobe singulaire ne possède qu'un seul gyrus, le singulaire. Et l'insula possède des sillons et des gyrus qui ne seront pas détaillés. Il existe du coup des communications entre gyrus. Le gyrus paracentral qui est au niveau de la face médiale à l'extrémité du sillon central. Ici. Ensuite, le gyrus supramarginal entre le gyrus pariétal inférieur et le gyrus temporal supérieur. Ici. Et enfin, le gyrus angulaire entre le gyrus temporal supérieur et moyen. Je vais maintenant vous parler de la configuration interne. Je vais d'abord m'attaquer à la substance grise du cerveau. Elle est divisée en différents noyaux. Tout d'abord, le noyau caudé dans la concavité du ventricule latéral, comme vous pouvez le voir sur le schéma en haut, au centre. Puis le thalamus, au contact du troisième ventricule, qui lui est de la substance grise diencéphalique et pas télencéphalique comme le noyau caudé. En dessous du thalamus, on retrouve l'hypothalamus, aussi au contact du troisième ventricule, qui est aussi d'origine diencéphalique. On a ensuite des migrations de substances grises en latéral. D'abord le noyau lenticulaire divisé en deux parties. Le globus pallidus, qui est la substance grise la plus médiale, qui est d'origine diencéphalique, et le putamen, qui est la partie la plus latérale, qui est d'origine télencéphalique. Le dernier noyau de substance grise, qui est le plus latéral, est le claustrum, qui est d'origine télencéphalique et qui est situé entre le noyau lenticulaire et l'insula. Du coup, maintenant, je vais vous parler de la substance blanche. Au-dessus du plan des noyaux, on a le centre semi-ovale. Entre le thalamus et le noyau caudé en dedans et le noyau lenticulaire en dehors, on a la capsule interne. Entre le noyau interposé et le claustrum, on a la capsule externe. Et entre le claustrum et l'insula, on a la capsule extrême. Je vais maintenant vous parler du cortex cérébral qui est divisé en trois parties. L'archicortex, le paléocortex et le néocortex. L'archicortex est un anneau de substance grise très mince qui entoure le corps calleux et longe la partie supérieure du gyrus para-hippocampal. C'est la partie la plus ancienne. Sa fonction est associée à la mémorisation. Le paléocortex, qui est divisé en deux parties, le rhinencéphale et le lobe limbique de Broca. Le rhinencéphale est constitué de deux aires séparées par le sillon latéral. Sa fonction, l'olfaction. Du coup, il est constitué d'une aire olfactive. L'aire olfactive latérale se situe en dehors, au niveau de l'incus du gyrus para-hippocampal, alors que l'aire olfactive médiale se trouve en dedans, au niveau du gyrus frontal supérieur dans sa partie la plus postérieure. Le lobe limbique de Broca forme un anneau qui correspond en parallèle du gyrus singulaire.
Il est associé aux comportements primaires, tels que la recherche d'aliments, défense, survie, etc. Le néocortex. La plus grande partie du cortex est constituée de 6 couches de neurones superposées, avec une alternance de couches pyramidales qui sont des cellules à efférentes motrices et des couches granulaires, ce sont des cellules étoilées à efférentes sensitives. Du coup, je vais vous mettre en détail les 6 couches à savoir, mais je ne vais pas en parler. Ces 6 couches sont divisées en 47 aires corticales avec des fonctions différentes. Si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo sur la description des voies motrices et sensitives. Je vais vous parler des aires fonctionnelles. Elles sont quasiment toutes symétriques à droite et à gauche. L'aire motrice primaire se trouve au niveau du gyrus précentral et il est associé à la motricité et donc à la contraction musculaire volontaire. L'aire somesthésique primaire se trouve au niveau du gyrus postcentral. Elle est associée à la sensibilité, mais attention, elle n'a rien à voir avec le système nerveux autonome. Ensuite, l'aire olfactive se trouve au niveau du gyrus para-hippocampal, comme cité tout à l'heure, est associé au cortex et sa fonction l'odorat. L'aire visuelle primaire, qui reçoit les infos de la rétine, se trouve au niveau du lobe occipital de part et d'autre du sillon calcarin. L'aire auditive primaire, elle, se trouve au niveau de la berge inférieure du sillon latéral dans le gyrus temporal supérieur. L'aire du langage, qui, attention, ici est asymétrique, car les personnes sont pour la plupart droitiers et possèdent cette aire à gauche. Elle est divisée en 2 parties. L'aire de Wernicke et l'aire de Broca. L'aire de Wernicke permet la compréhension du langage et c'est donc logique qu'il se trouve au niveau du gyrus supramarginal et donc proche de l'aire auditive primaire. L'aire de Broca, qui permet l'expression du langage, se trouve au niveau du gyrus frontal inférieur, mais attention, elle n'est en rien associée à la fonction motrice de la langue.